Bonjour André Lezecrouc-Pietri. Bonjour Nicolas. Bienvenue, président de JEDI, l'agence européenne d'innovation de rupture et fondateur du Fonds à Capital. Et Christian Parizeau, bonjour. Bonjour. Économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. Donc le prix de la canicule, ça vous intéresse? Oui, ça peut être une thématique de marché aussi. Ça peut être une thématique de marché. Oui, il y a un événement qui se tient demain à Paris, Isabelle Coupé-Soubeyran. Au Washington Plaza, vous vouliez nous en dire un mot? De quoi s'agit-il et en quoi nos auditeurs et téléspectateurs peuvent être concernés, intéressés? Oui, merci beaucoup. C'est une belle conférence en perspective. Donc dans ce centre d'affaires du Washington Plaza, on est accueillis par des financiers et l'objectif, c'est de faire dialoguer à la fois des financiers, des banquiers, des institutionnels, donc des superviseurs, des académiques, des experts. Donc il va y avoir de bons débats en perspective et on va s'interroger sur l'avenir de la finance. Quelle finance pour financer l'autonomie stratégique? Ça, c'est l'objectif de la Commission européenne. Donc comment on fait? Et on va essayer d'axer le débat sur deux grandes questions. En fait, là, une première question sur la dérégulation financière aux États-Unis et quelle réponse européenne. Donc il y aura du débat autour de ça. Faisons pareil, demain. N'est-ce pas? Et puis il y aura une deuxième table ronde sur la fameuse union de l'épargne et de l'investissement. C'est-à-dire l'union des marchés de capitaux. Est-ce que ça va suffire pour réaliser les investissements dont on a besoin pour cette autonomie stratégique? Est-ce que ça se décrète d'ailleurs, l'union de l'épargne et de l'investissement? Et est-ce qu'il faut absolument de la titrisation pour rendre ça possible? En fait, vous avez copié mon programme du jour. Exactement, ou l'inverse. Ou l'inverse. On peut suivre, on peut y aller, on peut suivre ça en ligne. Ça fonctionne comment? C'est ouvert, il doit rester quelques places. Je pense qu'il y a pas mal de monde déjà inscrit, mais il doit rester quelques places. Il suffit d'aller sur le site de l'Institut Veblen ou sur le site de la chaire Énergie et Prospérité, parce que ce sont pas mal d'acteurs en fait qui co-organisent cette conférence. Il y a également la Convention des entreprises pour le climat. Donc c'est vraiment dans un esprit de dialogue et de débat constructif. Il y a toutes les sensibilités intellectuelles présentes. Oui. D'accord. Oui, sachant qu'on a des banquiers, des financiers, on a des politiques, on a le président de la commission des finances du Sénat qui fera l'allocation d'ouverture, on aura une conclusion de Bernard Cazeneuve et au milieu de tout ça, on aura beaucoup de débats auxquels ils pourront réagir avec différentes sensibilités, bien évidemment. Washington Plaza, demain, c'est à quelle heure? C'est le matin. C'est le matin. Et il fera frais, normalement, au Washington Plaza. La journée sera chaude. Les débats seront chauds aussi, mais il fera frais au Washington Plaza. Et vous publiez, donc à la rentrée, l'argent expliqué à ma mère et à son banquier. Sous-entendu, les banquiers n'y comprennent rien. Les banquiers nous disent souvent qu'en fait, ils collectent des dépôts et ça leur permet de faire des crédits. Ils n'ont pas toujours conscience de leur pouvoir de création monétaire. Il y a des banquiers qui pensent encore que les dépôts font les crédits. Oui, je crois qu'il y en a pas mal. Les acteurs. On est d'accord, Christian Parizeau, le créateur de la monnaie, c'est la banque commerciale. Oui, bien sûr, c'est la production de crédit, bien sûr. Voilà, mais la production de crédit, il ne s'agit pas d'aller prendre le dépôt de monsieur... Non, c'est toujours la confusion. C'est pas l'argent que vous déposez à votre banque qui est spéculé ou qui est utilisé dans les... Il faut toujours faire la distinction. On regarde les ressources des banques, les fonds propres des banques, et c'est ça qui sert derrière comme garantie pour faire derrière un effet de levier et faire du crédit. Donc, quand je vais voir mon banquier pour emprunter 200 000 euros, il va fabriquer 200 000 euros. Oui, il va créer 200 000 euros. Mais, et quand, ex nihilo. Pratiquement. Mais par contre, il y a des règles à respecter. Il y a des règles limitent quand même l'effet de levier. Alors, on retombe totalement dans un des sujets du jour. C'est que les règles, on limite le levier, la capacité qu'ont les banques à créer du crédit en leur obligeant d'avoir des fonds propres, d'avoir une ressource qui mettent en face. Mais c'est pas les dépôts, c'est leur capital qu'ils doivent mettre. Et donc, c'est ça que propose aujourd'hui, par exemple, l'administration Trump, c'est qu'avec la même quantité de capital, vous pouvez faire plus de crédit, mais mécaniquement, vous augmentez le risque pour le secteur bancaire. Exactement. L'un ne va pas sans l'autre. On est d'accord. Donc c'est là où il y a un risque. C'est pas le fait qu'ils spéculent forcément, c'est le fait que on vous demande moins de garanties, moins de fonds propres, et vous pouvez faire plus de crédit. Donc forcément, si un jour il y a plus de défauts, ça veut dire que vos fonds propres sont beaucoup plus vite mangés. Donc c'est un juste milieu qu'il faut avoir entre la distribution de crédit et la nécessité obligatoire d'avoir des fonds propres face à ça. Il est important de comprendre ce pur jeu d'écriture comptable. Non, mais c'est hyper important de comprendre le mécanisme. Ça marche pareil à la Banque centrale. Oui, mais d'où l'idée que peut-être la titrisation en Europe un peu plus développée pourrait rendre de l'air, donner de l'air aux banquiers en libérant leur bilan des créances passées. Pas forcément. Peut-être que la titrisation, c'est juste un instrument de contournement de la réglementation. C'est pas forcément un instrument
simplement au service du financement? Ça dépend. C'est pas forcément pour contourner la réglementation si c'est considéré comme quelque chose de décidé au niveau politique et d'autoriser de manière plus large qu'aujourd'hui. Les Américains, c'est bien un des outils utilisés pour permettre une délivrance de crédits supplémentaires. Pour permettre surtout une expansion continue de la financiarisation et pour faire croître l'instabilité financière. Oui. On y va là sur la titrisation Non, oui, à la limite, on a mis les pieds dedans. Donc, non, mais vous en pensez quoi, Christian Parizeau? La titrisation, vous savez, le principe, c'est qu'une banque, quand elle a prêté de l'argent, elle porte cette créance et elle doit se la faire rembourser. Si elle la recycle dans une forme de titre de marché qui est vendu à des tiers, son bilan est allégé et elle a la possibilité de prêter davantage. C'est bien ça l'idée. Oui. Bon. Oui, alors juste déjà pour replacer le cadre, pourquoi on se pose la question déjà? On se pose la question parce qu'il y a Trump et son administration qui sont en train de faire un changement profond pour les banques américaines. Oui. Juste pour vous donner une idée, alors c'est qu'une estimation à l'âge que j'ai faite, mais en gros, s'ils passent les changements qu'ils veulent faire en termes d'effet de levier, c'est ce qu'on disait, s'ils peuvent permettre aux banques américaines d'avoir un effet de levier supplémentaire, c'est 43% de positions supplémentaires que pourront faire les banques. Alors, soit en achetant du crédit, soit en prenant des obligations du Trésor américain, mais en gros, avec la même quantité de capital, ils pourront nanter leur position de 43%. Donc, vous voyez très clairement ce que ça fait en termes de rentabilité. Vous augmentez énormément la rentabilité des banques américaines. Alors, pourquoi ça pose problème? Ça pose problème parce que vous avez déjà un problème de rentabilité des banques européennes. Elles sont déjà très sous-cotées au niveau boursier, notamment parce qu'elles ont cette décote, parce qu'il y a une réglementation qui est plus sévère en Europe. Et donc, d'un côté, vous allez avoir des banques d'affaires, des banques américaines qui vont pouvoir prendre d'énormes positions, financer des introductions en bourse, faire des crédits supplémentaires, sans mettre plus de capital. Donc, elles vont afficher une rentabilité du capital beaucoup plus forte encore qu'en Europe. Et l'Europe, qu'est-ce qu'on fait derrière ? C'est la question. C'est la question, parce que c'est pas seulement un problème de prise de risque, c'est aussi un problème de concurrence entre les banques. Et là, on va changer de monde en termes de concurrence. Donc ça impose, quoi qu'il arrive, quoi que vous pensiez, ça impose que l'Europe bouge. On ne peut pas rester indifférent. Alors après, Sachant que la taille des banques américaines est aujourd'hui très nettement supérieure à la taille des banques européennes d'ores et déjà. Mais encore une fois, aussi parce que les banques européennes sont décotées, parce qu'elles ont une réglementation qui fait que ça pousse leur décote. Donc ça force forcément l'Europe à réagir. On a la mémoire courte quand même. Alors après, sur le fond, ça se paiera toujours. C'est clair que ce que propose l'administration américaine, c'est plus de crédit, tout va bien. Le jour où il y a un retournement de cycle, on le paye souvent très chèrement parce que forcément, vos banques ont pris plus de risques et on va s'apercevoir après qu'elles n'ont pas suffisamment de fonds propres. Et là, on va taper auprès du contribuable en disant ça serait bien que vous nous aidiez parce qu'on est en situation difficile. Donc, on a connu ça. 2007-2008. Voilà. Exactement. C'est pour ça qu'on a la mémoire courte parce que la titrisation, ça a quand même été un ingrédient majeur de la crise de 2007-2008. Je pense qu'on oublie quand même une chose dans ce débat 2007-2008, c'est pas parce qu'il y a eu des prises de risque qu'on a eu la crise financière, c'est parce que surtout le régulateur ne comprenait plus les instruments, les fameux CDO et autres qui avaient été montés. Donc si on a un régulateur intelligent qui comprend et qui met en œuvre, je pense que c'est une totale erreur de relire 2007 en oui on a pris des risques et donc on a abouti fatalement à une crise. Et deuxième chose, alors là je prends plus ma lunette d'innovation, si on considère qu'on est dans un monde, je pense que votre approche madame, elle est parfaite dans un monde linéaire où on investit, où il n'y a pas de grands paris. Mais aujourd'hui, où il y a des grands paris qui sont faits sur l'IA, etc., il faut avoir une capacité d'investir. Si on n'investit pas, on se retrouve effectivement avec ce que vous disiez, Nicolas. Je suis bien d'accord avec vous. C'est que JP Morgan, c'est 800 milliards d'euros de capitalisation. Santander, la plus grande, 105 milliards. Donc on est à un rapport de 1 à 8. Et si on considère que les banques sont un instrument essentiel de croissance de notre économie, eh bien, ce qu'on est en train de faire depuis 20 ans en Europe avec nos ratios prudentiels qu'on applique à la lettre, eh bien, c'est détruire sur le long terme notre prospérité. En fait, l'idée, oui, bien sûr, l'idée, si je comprends bien ce que dit André, on peut imaginer avoir recours à des instruments de flexibilité sans reproduire les mêmes erreurs. Exactement. Parce qu'effectivement, il y avait des produits d'une complexité incroyable. Et qu'on ne voulait plus voir le risque en plus. Puis il y avait une cécité des agences de notation coupables à l'époque, mais qui a été suffisamment montrée du doigt. Peut-être qu'on peut avancer et apporter une réponse, parce qu'il faudra bien qu'on réponde quelque chose, sans reproduire exactement les mêmes erreurs. Je pense qu'il faut avoir effectivement une lecture dynamique, historique, des transformations de la finance au cours des dernières décennies et des transformations nécessaires à venir. La finance s'est considérablement développée au cours des dernières décennies. Est-ce que ça a permis de mieux servir les besoins de financement de nos économies ? La réponse est clairement non. Les banques ne sont plus
au service du financement de l'économie. Les marchés ne sont plus au service du financement de l'économie. La finance au sens large, c'est une énorme sphère qui tourne à toute vitesse sur elle-même et qui ne finance plus l'économie, qui n'est pas branchée sur nos besoins de transformation actuelle. C'est ça qu'il faut changer. Je sais pas si on peut la faire d'une manière aussi sec. C'est très péremptoire, ça. Mais c'est pas très péremptoire. Ça s'appuie sur plein de travaux, y compris des travaux très orthodoxes du Fonds monétaire international, de la Banque des règlements internationaux. Il y a plein de travaux sur le lien entre finance et croissance. Et vous serez sans doute déçus d'apprendre que ce lien entre finance et croissance s'est cassé. Il y a plein d'études empiriques qui le montrent, d'accord ? Et la croissance à venir, ça doit être nécessairement une croissance différente. Il faut même, je pense, raisonner en termes de post-croissance, c'est-à-dire faire en sorte que les investissements qu'on réalise soient véritablement au service de la transformation écologique et permettent en fait de satisfaire nos besoins en respectant les limites planétaires. Pour l'instant, on n'y est absolument pas. Je crois qu'on est dans une difficulté, là, c'est qu'on confond opinion et science. Mais, non, je suis désolé. Allez regarder les études. Allez regarder les études empiriques. C'est vous qui défendez une opinion. Moi, je m'appuie sur des travaux. Vous êtes beaucoup plus experte que moi, je suis sûr. Et c'est pour ça que... Mais moi, ce que je vois juste, c'est que les États-Unis, qui effectivement ont connu une croissance très forte de leur secteur bancaire depuis 20 ans, ont 30% de PIB par habitant de plus que l'Europe. C'est parce que les États-Unis ont su mener aussi une politique économique assez différente de la politique économique européenne. Ils ont su combiner politique monétaire et politique budgétaire d'une façon totalement différente. Je crois que nous aussi, on a appliqué une politique budgétaire assez accommodante. Assez tardivement, à partir de la crise sanitaire, mais pas avant. Je ne sais pas, Christian, si vous validez cette idée selon laquelle la finance n'est plus au service de la croissance, mais surtout, il y a ce sujet qui a été évoqué par Isabelle Coppey-Sobéran, mais effectivement, il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, que l'Europe réponde à ce qui vient d'être engagé il y a quelques jours aux États-Unis. Non, mais après, il y a deux choses. Il y a la finance au sens large et les banques. Moi, je pense que les banques, on doit quand même les surveiller et on doit limiter le levier. Parce que le problème, c'est toujours le retournement cyclique. Et il ne faut pas que les banques aient pris trop de risques. Parce que même aujourd'hui, on peut dire c'est super, on peut financer facilement, pas cher aux États-Unis, l'investissement dans l'intelligence artificielle. Mais si demain, il y a une bulle et qu'on surinvestit dans l'intelligence artificielle, on va avoir des prêts qui sont non rentables et après, on va avoir des pertes. Et ça, si toutes les banques ont mis tous leurs fonds propres là-dedans, vous aurez quand même un coût économique et on sera... La prochaine crise, ça sera la crise de l'intelligence artificielle, mais parce qu'on aura surfinancé ce secteur-là. Ça ne remet pas du tout en cause la nécessité de le faire, ça ne remet pas en cause la croissance dans ce secteur. C'est une source de croissance, mais attention aux excès. Donc le secteur bancaire est un secteur particulier. Parce que le secteur bancaire, quand il grippe toute l'économie. C'est pas la même chose entre un fonds de private equity qui a mal investi, qui fait défaut, qu'une banque qui fait défaut. Et ça, on l'a vu quand même avec Lehman, et on a payé assez chèrement. Donc moi, Lehman, en plus, qui n'était pas une banque commerciale. Moi, je pense que de toute façon, il faut quand même réguler le secteur bancaire et l'éviter la prise de risque, l'effet de levier. Mais alors, encore une fois, l'équilibre à trouver. Donc. Voilà, après... Ça va être comme pour mon histoire d'objectifs verts et de compétitivité. Il y aura toujours un débat, et ça sera ces ratios-là, ils évolueront dans le temps. On n'est jamais sur quelque chose de fixe. Mais il faut quand même, à un moment donné, prendre ça en compte. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a une nouvelle donne. Il y a Trump. Trump, de toute façon, qu'on le veuille ou non, Trump nous fait réagir. Trump nous a fait bouger sur l'OTAN. Trump nous fait réagir on va en parler sur l'écologie, parce que quelque part, une remise en cause écologique, ça vient de M. Trump. Et il nous fait réagir sur le secteur financier. Donc les banques européennes va falloir qu'on réagisse. Ce qui est certain, c'est qu'en Europe, a priori, on n'ira pas sur la même réforme qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne va pas permettre aux banques d'augmenter. Il faut l'espérer. Voilà, de changer. Gagné, C'est pas gagné, mais je pense qu'on ne va pas remettre tout en cause, et notamment certaines prises de risque. Par contre, on essaye de compenser ça on va essayer d'augmenter la rentabilité du secteur financier par la création d'un marché unique des capitaux en Europe. Et ça serait un élément d'économie d'échelle et d'amélioration. On peut aussi améliorer en simplifiant les règles, certaines facilitations, comme le fait Trump de son côté. Ça, on peut suivre. Bon, après, il faudra voir ce qui en débouche. C'est toujours comme ça dans le détail, mais il y a quand même des simplifications à faire. Et puis, je dirais le dernier nouvelle, on en a parlé un petit peu, c'est la titrisation qui pourrait être un moyen d'alléger le bilan des banques et de leur permettre de faire plus de crédit. Mais encore une fois, faut bien avoir en tête que c'est un coût-risque.
C'est-à-dire que faut pas sous-estimer quand même les conséquences que ça a à terme. Mais on est obligé, on n'est pas dans une économie fermée et on est bien obligé de suivre la dérégulation qu'impose Trump à tout le monde. C'est exactement la cohérence qui veut que quand on veut du rendement, on prend plus de risques. Enfin, il y a la même idée derrière. Mais la frontière entre simplification et dérégulation financière est quand même très très fine. Alors en Europe, effectivement, en ce moment, à la Commission européenne, on parle beaucoup de simplification nécessaire. Est-ce que c'est pas, au fond, une manière un peu insidieuse d'impulser également en Europe une dérégulation financière? Je pense qu'on peut se poser la question. Et donc, il y a deux stratégies assez différentes. Il y a la stratégie très claire de Donald Trump qui assume complètement cette volonté de dérégulation financière et qui l'a lancée. D'accord ? Donc, il l'avait déjà fait sous son premier mandat. Là, il en remet une grosse couche dans le deuxième mandat. Et comme Christian le disait, il est en train de relâcher complètement le fameux ratio de levier. D'accord ? Et en Europe, il y a une stratégie qui est un peu plus insidieuse, qui dit moins son nom, qui parle de simplification, avec de beaux discours qui nous disent « Ne vous inquiétez pas, la simplification, ce n'est pas la même chose que la dérégulation financière. On ne va pas porter préjudice à la stabilité financière avec cela. » Eh bien, on peut se poser la question. Quand on voit déjà ce qui s'est passé avec les premiers omnibus européens sur le cadre de durabilité, avec le retour en arrière en ce qui concerne les exigences de reporting extra-financier, on va parler de ça. Il va se passer des choses aussi au niveau de la réglementation bancaire. J'ai pas vu pour l'instant les Européens prendre de vraies directions. Alors, oui, j'allais dire, là où je rejoins madame, c'est que quand vous parlez de stratégie, et quelque part vous la remettez en question, il n'y a pas de stratégie. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de ligne directrice. Et je pense que c'est la seule erreur qu'on fait dans le monde d'aujourd'hui, c'est que ceux qui n'ont pas de stratégie seront sûrs de perdre. Et aujourd'hui, ces espèces de choses à la marge, la réaction, c'est ce que tu disais Nicolas, c'est que si on est amené à réagir, de toute façon on a déjà perdu dans un monde où aujourd'hui, le gagnant est celui qui imprime la direction. Et c'est à nous justement, si on n'est pas d'accord avec ça, on aurait dû être beaucoup plus dans la proactivité, mais je pense aujourd'hui on a un manque de créativité. Il y a une boussole, il y a une boussole européenne, c'est la boussole. C'est la fameuse boussole compétitivité des entreprises. Vous y croyez complètement que c'est n'importe quoi cette boussole. C'est comme la boussole stratégique militaire. Je vous laisse le dire. À la première opération militaire, on la remet en cause. Bien sûr, il n'y a aucune boussole au niveau de la Commission européenne. La Commission européenne est devenue une espèce d'institution de processus où il n'y a pas de direction. Et le problème, c'est ça, c'est que d'autres vont imposer leur direction à nous. À nouveau, on est dans un monde de grand paris et aujourd'hui, si on ne les fait pas, on est sûr de perdre. Si vous voulez, mais ça impulse quand même, ça impulse des politiques, puisque ça impulse précisément des réglementations, c'est différent. Dans l'Union pour l'épargne et l'investissement, ça va impulser des décisions en matière de titrisation avec des conséquences sur la stabilité financière. Ça dépend impulse des omnibus qui dérégulent. Donc, ça dépend. Mais, ce que je vois, c'est que des solutions existent, assez techniques pour certaines d'entre elles, mais par contre, le consensus n'est pas là. En tout cas, il y a une stratégie claire d'un côté, une stratégie pas claire de l'autre. J'irais complètement d'accord avec vous. Juste un petit mot aussi, n'oubliez pas que M. Trump est là pour 4 ans, voire 2 s'il perd le mid-term. Et donc, je pense que beaucoup de gens aussi se disent, en Europe notamment, dans le ton long, on y reviendra et on verra comment ça tournera, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que Trump, il va marquer son mandat sur ce qui fait voter là. Hein. Vous savez qu'après c'est le mid-term, il a de fortes chances de perdre le prochain mid-term, et donc globalement, on sait que toutes les réformes vont pas durer très longtemps. Oui, mais le mal sera fait. Donc je suis d'accord avec vous. Si je pense qu'au niveau de l'Europe, il y a aussi l'idée de faciliter le secteur bancaire, de pas créer un écart trop fort entre l'Europe et les États-Unis, puis après, on verra ce que fera la prochaine administration. L'Europe n'est pas obligée d'emboîter le pas des États-Unis. Il pourrait y avoir aussi une affirmation de l'Europe. On va avancer. Ce que je constate, c'est que c'est l'une des questions que vous poserez demain donc, à cette conférence. La réponse n'est pas gagnée. Non. Quand je vous entends, la réponse n'est pas gagnée. Non, d'autant qu'il y aura plein de gens qui défendront en fait l'idée que la titrisation, c'est très bien, la simplification, c'est très bien. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire de la titrisation à la subprime 2007-2008 et qu'il y a peut-être moyen de faire un truc un petit peu plus carré. Quoi. Voilà. Bon, on avance. Là, l'histoire des objectifs verts. Alors, la Commission avance, elle présentera ses objectifs actualisés mercredi prochain. Et Emmanuel Macron a mis les pieds dans le plat. Il est suivi par pas beaucoup de pays, mais quelques-uns quand même, notamment la Hongrie ou l'Italie, en disant hop, on va quand même pas aller dans le vert sans limite.
au risque d'y laisser notre compétitivité européenne. Qui veut avoir vous avez un avis là-dessus, André Lezocoupy? Non. La frontière est super dure. Moi, je trouve ça extrêmement délicat que les deux pays qui nous suivent là-dessus, c'est la Hongrie et l'Italie. Je pense qu'il faudrait qu'on se pose des questions. Et à nouveau, on est sur la stratégie de l'essuie-glace, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a... Alors, en plus, le timing est terrible. D'annoncer ça alors qu'on a une semaine de canicule épouvantable, là, il y a quand même un petit souci le timing n'est pas le bon. Communication politique. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe n'a plus de colonne vertébrale. On est dans un monde certains disaient, d'invertébrés. Si on n'a pas de stratégie, on est sûr de perdre. C'est-à-dire, on va faire du mauvais Green Deal, donc on va faire exactement ce qu'on a fait dans l'industrie automobile, du stop and go, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots, et on va détruire notre économie. Enfin, moi, je suis extrêmement inquiet de ces allers-retours en fonction de l'humeur du moment. Mais il faut trouver la bonne solution. Dans ce cas-là, est-ce qu'on fait pause sur certaines réglementations vertes? Est-ce qu'on donne un calendrier allongé, comme on l'a fait par exemple? Il devait y avoir des... Enfin, on ne peut pas prendre les mesures entièrement, il faut les prendre généralement une par une. Il y avait un objectif d'émission de CO2 moyen pour les constructeurs automobiles imposé en 2025 qui supposait qu'il y aurait... C'est 25 ou 26 non, c'était 25, qui supposait qu'effectivement, si les objectifs n'étaient pas tenus, il y aurait des amendes très lourdes. Il a été décidé de donner jusqu'à 2027 pour tenir cet objectif. C'est peut-être pas complètement débile. Non. Il n'y a pas renoncé, on l'a étalé dans le temps. Non, ce qui n'est pas débile, c'est effectivement d'être un petit peu pragmatique, mais en fait, il faut qu'on se repose la question, c'est est-ce que c'est le bon niveau d'objectif ? Est-ce que si on commence à réglementer la filière électrique et de manière parallèle la filière hydrogène, vous vous rendez compte qu'en fait, on ignore la réalité du monde d'aujourd'hui, qui est un monde où en fait, ce qu'il faudrait, c'est un objectif sociétal, c'est un objectif d'ensemble, et s'assurer avec des bons indicateurs qu'on est en train de le suivre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans le brouillard complet, bien malin celui qui peut réellement affirmer où on en est en termes de réduction d'objectifs. Par contre, ce qu'on fait, c'est du micromanagement dans un monde où personne ne sait ce qui va se passer la semaine prochaine. On marque une pause, Isabelle Coupé-Soubeyran. C'est une nouvelle manière de faire de la réglementation. Ce qui est certain, c'est que, moi, il y a dans ces objectifs verts, celui qui m'a beaucoup marqué, c'est 2035 et les voitures thermiques neuves. Voilà. Là, effectivement, là, sur ce terrain-là, je rejoins les industriels qui disent, mais pourquoi avoir imposé une technologie, imposé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'autant que cette technologie imposée pour 2035, il s'avère aujourd'hui que c'est pas forcément le meilleur choix. On marque une pause, on y revient dans un instant et on verra combien coûte la canicule. Puis on refera un coup d'épargne, parce que c'est vrai que vous vous posez la question, Isabelle, drainer l'épargne. Ouais, ok, ça veut dire quoi drainer l'épargne? Exactement. Tout le monde a son petit produit, sa petite idée, et encore Éric Lombard dans les colonnes de la Tribune dimanche. À tout de suite.